Bonsoir Laura. Et bonsoir Robin. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Écoute, on se retrouve pour un épisode hors série aujourd'hui, un peu spécial. Oui. Voilà, on va donner la parole à des auteurs d'une revue qui s'appelle Essai, la revue interdisciplinaire d'humanité, qui a sorti du coup un épisode hors série, si j'ai bien compris, récit d'outre-thèse, quelle place dans le monde pour les docteurs en humanité. Donc une étude réunie par Isabelle Poulain avec nous présente au micro aujourd'hui, ce soir. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous les deux, bonjour ou bonsoir. Ça dépend des gens qui écoutent, on fait toujours cette vieille blague, mais bon, ça nous... Pardon. C'est le oui, y a pas de running gag du souci. podcast. Voilà. Du coup, première question pour rentrer un peu dans le sujet. Isabelle, pourquoi on te reçoit ? Alors, vous me recevez très gentiment pour que nous évoquions à plusieurs voix, et j'ouvre la série, ce numéro de la revue Essai, qui est une revue de l'école doctorale Montaigne Humanité de l'Université Bordeaux-Montaigne, qui a été créée en 2012, donc elle fête ses 10 ans par ailleurs, par le directeur de l'école doctorale de l'époque, Sandro Landi, et moi-même qui étais co-directrice de l'école doctorale à l'époque aussi, et les doctorants de l'époque qui ont constitué un comité de lecture. Et ici présentes, certaines doctorantes expliqueront en quoi ça consiste. Et pas tout à fait pour l'occasion, mais dans le cadre de ce travail ancien, 10 ans avec de jeunes chercheurs, j'ai eu l'idée, qui a été assez bien reçue par le comité de lecture, de proposer un numéro hors série sur le devenir des docteurs, dont on entendait dire qu'ils avaient plus ou moins de succès dans la recherche d'emploi après l'obtention de leur thèse. Et ça s'est mis en place, on a rédigé un appel à communication. L'usage veut que le comité de lecture lise ces appels, les valide, les amende, etc. Et puis au fil des mois et des retours d'envoi de récits que je vais présenter, il a été décidé, et c'était assez nouveau, que le comité de lecture allait s'emparer du numéro, relire les articles, faire des propositions de retour, de réécriture, et c'est devenu vraiment une affaire collective. Voilà. Alors, l'idée, je peux juste préciser cela, a été non pas de rendre compte de statistiques, puisque dans notre université, vous savez peut-être qu'il n'y a pas la sociologie, ni la psychologie, mais bon, ça ne nous a pas empêché d'avoir des récits de psychologues, mais en tout cas, l'approche n'est pas celle de statisticiens ou celle de la sociologie, mais elle est fondée sur des récits, donc des témoins. Témoignages, c'est pas tout à fait ça, vraiment des récits, c'est-à-dire qu'on a demandé aux docteurs qui le souhaitaient de raconter à leur manière, dans une forme libre, leur expérience professionnelle, avec, on va peut-être en parler dans un instant, des retours heureux, des retours malheureux, et avec une perspective quand même de statistiques qu'on a pu reconstituer, mais l'idée était vraiment de donner la parole à des sujets, et non pas à des chiffres. Voilà, je peux commencer par dire cela. D'accord. Le petit point qu'on voulait faire aussi, c'est plutôt du coup... des récits d'après-thèse, mais de docteurs en sciences humaines et sociales, où on a aussi des retours dans les sciences plus naturelles. Alors, on a beaucoup hésité sur ce point, et même on a pensé à ouvrir aussi à des docteurs d'autres pays que la France, mais ça devenait très ample, trop vaste, et on s'est limité aux humanités. On a choisi ce terme plus ou moins dans tout le volume d'ailleurs, mais en tout cas, ce sont des docteurs en lettres, langues, arts, sciences humaines, sciences sociales, sciences politiques, et je crois que je n'oublie rien. Voilà, donc en humanité, comme on peut dire. Alors évidemment, ce serait très intéressant de faire un même numéro, mais peut-être que ça se fera. Sur les sciences naturelles. Voilà, les sciences dures, les autres sciences, qui n'ont pas le même vécu d'ailleurs, donc ce serait intéressant. Ils n'ont pas le même sort, ils n'ont pas le même regard de la société sur leurs fonctions. Ils sont peut-être un peu moins invisibles. Voilà. Puis même dans la durée des thèses, etc., on sent qu'il y a vraiment une différence. Oui. Donc forcément, c'est assez intéressant de diviser le sujet en deux parties. Quoi. Et pour ce qui concerne les sciences, il n'y a pas de thèse non financée. Donc tous les doctorants sont rémunérés pour faire ce travail de recherche, alors que dans les sciences humaines, c'est à peu près 30%, 35% de thèses financées. Donc c'est vraiment des expériences assez différentes et très diversifiées. C'est vrai qu'à part les mathématiques, je vois difficilement comment des sciences naturelles peuvent être... comment on peut faire des thèses en sciences naturelles sans financement, quoi, parce que...
Ouais, parce que c'est des sciences expérimentales. C'est ça, oui, c'est ça. Le truc, c'est que la plupart du temps, on a besoin d'être sur place pour faire des expérimentations. Et c'est ça qui, je pense, dans leur tête, des gens qui décident du budget se disent que ça justifie le fait de rémunérer les individus qui participent. Mais du coup, ça invisibilise complètement énormément les autres qui font aussi un travail de terrain et de fond et de relecture et de travail de lecture. Et ça, c'est pas compté en fait dans leur tête comme du travail. Oui, je pense que c'est un des enjeux. En effet, c'est pas considéré comme un travail et puis à peine comme un métier une fois qu'on est docteur. Mais en effet, il y a du côté des sciences un rapport au laboratoire, au travail d'équipe, et il y a un coût du matériel, etc. Mais qu'on soit scientifique ou dans les sciences humaines ou en art, il faut bien gagner sa vie. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même les mêmes questions qui se posent aux uns et aux autres. Et la recherche est autant essentielle que ce soit dans des sciences qui demandent des grosses machines que dans des sciences qui demandent juste de la réflexion. Oui, et puis le temps de travail et l'investissement personnel est équivalent, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, et devrait être en théorie rémunéré à la même valeur si on considère le travail et le temps comme une valeur qui nécessite une rémunération. Oui. Alors, je me rends compte que je ne me suis pas du tout présentée. Je t'en prie. Mon nom, je ne sais même pas si je l'ai dit. Je m'en souviens pas. En tout cas, mais simplement, je voulais préciser que moi-même, j'ai aussi été incitée à proposer ce numéro parce que je dirige des thèses depuis un certain temps en littérature, un domaine dans lequel, évidemment, les horizons professionnels sont surtout l'enseignement, mais de moins en moins à l'université, puisqu'il y a de moins en moins de postes, voire pas de postes à l'université. Donc c'est toute cette situation, et puis mon intérêt de chercheur pour le récit qui m'a incité à proposer cette forme aussi de récit d'outre-thèse. Voilà. Je suis Maria Gabriela Dascalakis-Lavrez, et donc je suis docteur en langue et littératures étrangères, domaine hispanophone, depuis novembre 2018. Je remercie le comité de rédaction de la revue Essai pour l'opportunité aussi de contribuer à ce numéro hors série. J'ai travaillé dans ma thèse sur les visites des présidents français, donc De Gaulle, Mitterrand et Chirac en Argentine, et j'ai analysé 5 journaux nationaux. Je ne vais pas m'étendre sur cette question puisque vous allez pouvoir écouter un épisode tout à fait consacré à la question. On a fait un récit à 2 voix avec une autre docteure, Anaïs Carrère, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais que vous inviterez peut-être bientôt. Si elle a envie, avec plaisir, oui. Voilà. Et donc, notre contribution s'appelle Docteur en situation de handicap, regard et enjeu. Et en fait, c'est une histoire peut-être banale de doctorantes qui se sont retrouvées banales dans un sens. On s'est rencontrés dans un transport d'accompagnement qui nous amène quotidiennement encore à l'université où on enseigne. Anaïs enseigne dans la filière anglais. Et puis moi, au DEF, le département de français et langue étrangère. Et en fait, on a découvert qu'on était doctorantes, toutes les deux. Moi, beaucoup plus âgée qu'elle, elle est plus jeune. Et donc, on a commencé à parler de plein de choses, du handicap, bien sûr, parce que moi, j'ai un handicap visuel, donc plutôt invisible. Et Anaïs, elle a un handicap moteur, elle en parlera en temps voulu. Voilà, et donc on a commencé à parler de la thèse, des handicaps, etc. Et puis, moi j'ai soutenu ma thèse en 2018 et Anaïs en septembre 2021. Donc en fait, les perspectives d'insertion professionnelle, on est dans le circuit, mais on a des situations différentes. Moi je suis fonctionnaire, elle non. Et donc, je ne vais pas raconter tout l'article, il faut le lire, bien sûr. Mais en fait, ce qui nous a poussé à parler de ça, c'est qu'on est finalement peu représenté dans le monde du travail déjà. Et puis aussi, il y a peu de docteurs en situation de handicap. Il y a peut-être des doctorants, mais qui vont arrêter ou en fait... on pensait que c'était aussi une façon de montrer, d'abord on peut faire une thèse en étant en situation de handicap, mais aussi qu'on rencontre les mêmes difficultés que tous les doctorants, c'est-à-dire que il y a des hauts et des bas et
Et on disait à un moment donné que le parcours du doctorant, c'est un peu comme celui des personnes en situation de handicap qui s'adaptent sans cesse. Et dans ce sens-là, voilà, on voulait aussi dire que voilà, on peut faire des choses. Et finalement, on est très contente d'avoir pu soutenir nos thèses. Bien sûr que le panorama, comme disaient les collègues tout à l'heure, n'est pas forcément favorable justement au recrutement des maîtres de conférences. Il faut par exemple obtenir une qualification et elle dure 4 ans. Bon, et même si on est qualifié, il n'y a pas de poste, etc. Donc, bon, le parcours est long. Mais voilà, on a eu envie, en fait, on a trouvé cette opportunité formidable. On ne savait pas qu'on pouvait parler de nos parcours. Et puis, ça nous a donné aussi une certaine force de se dire, bon, ben, en fait, on nous écoute. Et puis, on peut partager. Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Tu as des exemples peut-être concrets d'expériences qui, toi, te sont arrivées, de liens entre, du coup, de faire une thèse en tant que handicap et des problèmes auxquels tu as été confronté Oui, étant handicapée, disons, visuel, justement, et le fait de travailler avec des journaux, comme je disais dans le podcast dont on a parlé, voilà, ça a été assez compliqué. On a bien sûr un aménagement par le biais du travail, mais aussi dans la vie personnelle. Et donc, je lis, par exemple, avec un téléagrandisseur. Oui. Donc, la technologie est fantastique parce qu'en fait, on peut faire plein de choses. Mais c'est vrai qu'on a besoin de plus de temps. Et puis ça prend peut-être de la place aussi, un téléagrandisseur. Oui, ça prend de la place. En fait, on fait des muscles aussi à force parce qu'il faut le déplier. Voilà. Et puis, il faut pouvoir décrypter les photocopies de microfilms, etc. Donc, des fois, c'est compliqué. Et par exemple, je crois qu'on évoque dans l'article, je ne vais pas tout dire, mais aller à la bibliothèque, par exemple, dans mon cas, et lire La Côte, c'est un truc anodin pour les autres, mais moi, je suis là, j'hésite à demander de l'aide. Bon. Alors que pour d'autres choses, je ne demande pas d'aide, forcément. Mais voilà. Donc, oui, il y a des ajustements, des difficultés, mais bon, qui peuvent être compensés, justement. Puis on suppose aussi, parce que voilà, effectivement, s'il y a d'autres personnes en situation de handicap différents, voilà, ou des gens qui sont par exemple aveugles, est-ce qu'il y a des moyens mis en place pour eux afin qu'ils puissent être aidés, ou est-ce que ça reste quelque chose de très compliqué Non, pas du tout. Moi aussi, j'ai oublié de dire, j'ai aussi, à part le téléagrandisseur, j'ai un logiciel qui s'appelle Zoom Text. Donc, c'est un peu de pub. Un nom assez explicite dans cette fonction. Bon, ça s'appelle comme ça. Et en fait, tout dépend du degré, disons, du handicap visuel. On peut soit se faire lire le texte, soit agrandir, mettre un contraste. Alors, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, heureusement, au XXIe siècle. Et donc, ça, c'est vraiment une chance. Donc, après, pour les personnes aveugles, ou même pour moi, à des moments ponctuels, je peux bénéficier, par exemple, d'une aide ponctuelle de quelqu'un, parce que, bien sûr, quand on est en situation de handicap, on est accompagné par la médecine du travail, par le pôle handicap de l'université. Donc, on remercie Mme Lafourcade, Mme Pinto aussi, voilà, qui nous aident au quotidien. Et donc, voilà, c'est bien fait. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme message à faire passer pour des étudiants en master en situation de handicap qui souhaiteraient aller vers le doctorat ? Et je pense qu'il faut se laisser guider par la passion, par la curiosité, comme disait Isabelle Poulain tout à l'heure, et se laisser libérer son imagination et puis se faire confiance. Je pense que le parcours de tout doctorant est un long chemin, en fait. Et puis, il y a des hauts et il y a des bas, mais si on aime ce qu'on fait, si on est sûr de vouloir avancer, et puis apprendre, et puis réapprendre, parce que c'est ça aussi, on peut le faire.
Et donc, le handicap a besoin de compensation et il faut prendre son temps. Et puis, on peut y arriver sans problème, je pense. Est-ce que le milieu de la recherche est un milieu qui essaye de ne pas faire sentir les personnes en situation de handicap comme des personnes en situation de handicap ? Je pense que le milieu de la recherche est un milieu propice justement à l'inclusion, à l'intégration, puisqu'il s'agit de débattre, de parler, de discuter. Et donc, moi, je trouve que c'est un milieu, même si certains l'accusent d'être malveillant, bah, ça fait partie de la société, donc il y a de tout, mais je pense que quand on discute sur des idées, à partir de certaines idées, on ne va pas... disons, moi, je ne me sens pas hors système par rapport à quelqu'un qui n'a pas de handicap. Au contraire, je pense que ce qui est bien aussi, c'est dans le cas des handicaps invisibles, qui sont donc à hauteur de 80% des personnes qui en souffrent, il faut se faire aider, il ne faut pas avoir honte, je pense. Et puis voilà, on est comme tout le monde. On a envie d'avancer, c'est tout. Ok, donc j'ai retrouvé ma question. Comment tu t'es retrouvée à écrire dans ce numéro ? Est-ce que tu connaissais déjà d'avance ? Est-ce que on s'est approché de toi parce que c'était un profil intéressant ? Ou est-ce que c'est toi qui as connu le truc et qui t'es intégré Et en fait, je connaissais la revue Essai, qui est une revue célèbre, hein, voilà, très connue. Et donc, j'ai vu l'appel à publication, voilà. Et j'ai trouvé ça formidable, le récit des docteurs. J'avais jamais vu ça. Et je me suis dit, en fait, avec Anaïs Carrère, on était aussi dans une sorte de, comment dire, dans une mouvance, si on peut dire ça, dans une approche, justement, où on voulait parler du handicap à un moment donné. On a participé à la Nuit des chercheurs il y a 2 ans, sur le handicap, justement. Et puis, on avait proposé une initiative doctorante, parce qu'elle l'était encore à l'époque, pour parler de la thèse, du parcours de thèse. Et en fait, tout nous parlait. Récit des docteurs, elle allait soutenir aussi. Donc, on s'est dit que, voilà. Et donc, on a envoyé une proposition et on remercie encore une fois le comité de rédaction de nous avoir incluses. Voilà. Et du coup, vous avez écrit le texte toutes les deux, donc vous avez une partie chacune, où vous avez coécrit le texte. Et est-ce que vous avez participé aussi à d'autres textes dans ce récit ou... On a coécrit le texte. On a coécrit un peu en présence, un peu à distance, par téléphone. En fait, on ne savait pas trop comment le faire parce qu'on voulait parler du handicap, mais aussi de la thèse. Et puis, c'était pas pour... on ne voulait pas dire que voilà, le handicap ci ou ça. Il y a quelques petits messages quand même dans l'article qui sont assez clairs peut-être, mais qui montrent nos difficultés d'insertion, disons justement de valorisation finalement de nos doctorats après la soutenance. Ce chemin, il est en train d'être parcouru. Bon, on attend et on espère, bien sûr, comme tous les docteurs. Mais après, on s'est dit qu'il fallait quand même parler de nos thèses et essayer de montrer surtout cette passion qui nous anime, qui nous a animés et qui nous anime encore à communiquer sur ça. Voilà. Donc... je ne sais pas si je réponds à la question. Si, très bien. Nous recevons Manon Bienvenue-Crelot pour nous parler du coup de son implication dans Récit d'autres thèses. Je te laisse du coup te présenter ta thèse. Et à quoi tu as participé du coup dans cet essai ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Laura et Robin pour cette invitation. Je m'appelle Manon Bienvenue-Crelot. Je suis doctorante en 4e année en études germaniques et en histoire, rattachée principalement quand même aux études germaniques. Hein. J'ai fait tout mon parcours dans ce domaine-là. Je fais ma thèse sur l'enseignement primaire et secondaire sous le national-socialisme, où j'examine le rôle des acteurs institutionnels à différentes échelles, donc à l'échelle centrale,
à l'échelle du Reich, à l'échelle régionale, donc principalement en Saxe et en Thuringe, et puis à l'échelle locale. Et j'essaie de déterminer, d'examiner à quel niveau se fait, se pense et puis s'applique la politique scolaire sous le nazisme. Un sujet sensible, du coup. Oui, c'est pas un sujet extrêmement joyeux. Et comment tu te sens actuellement dans cette thèse Est-ce que tu te sens quand même un peu soutenu? Est-ce que tu as un support quelconque pour t'accompagner? Alors, je me sens très bien dans ma thèse. C'est un sujet qui est absolument passionnant. Mon sujet me passionne. On entend souvent, parfois, des doctorants nous dire qu'au bout de quelques années, ils ne supportent plus leur sujet. Ce n'est pas mon cas. J'aime énormément mon sujet de thèse. Il est réellement passionnant. Il me permet de voyager aussi, puisque tous mes terrains de recherche se trouvent en Allemagne. Et puis surtout, j'ai 2 directrices de thèse qui sont absolument formidables. Donc la première, Hélène Camarade, est ma directrice de thèse en études germaniques. Et je suis en codirection en fait en histoire sous la codirection de Marie-Bénédicte Vincent. Et toutes les deux sont des encadrantes, des directrices absolument formidables qui me soutiennent beaucoup. Je m'épanouis vraiment beaucoup dans ce travail. Voilà, c'est plutôt une bonne chose, du coup, pour le coup. Oui, c'est plutôt une bonne chose. Alors, bien sûr, je suis confrontée aux difficultés de tout doctorant ou toute doctorante. On est tous confrontés à des difficultés. À travers ce numéro-là de la revue Essai, j'ai pu avoir, on les connaissait déjà d'avance, mais j'ai pu avoir via ces récits très personnels un aperçu aussi des difficultés qui m'attendent une fois à l'épreuve de la soutenance passée. Mais ça reste quand même un très beau métier qui est profondément épanouissant intellectuellement et humainement. Est-ce que tu as peut-être un cas particulier, parce qu'effectivement tu fais du coup une thèse sous co-tutelle, si j'ai bien retenu les termes. C'est pas une co-tutelle, c'est une codirection. La co-tutelle, c'est entre 2 pays différents. Ah, d'accord, ok. Mais voilà, effectivement, tu fais une thèse quand même sur un sujet du coup allemand. Oui. Est-ce que tu sens quand même aussi des différences dans la recherche entre ces 2 pays? Est-ce qu'il y a différentes... est-ce que tu vois une différence concrète du coup Oui, il y a une grande différence alors rien que quand on regarde les thèses françaises et les thèses allemandes, les Allemands ont une tendance à être extrêmement méthodiques et exhaustifs, ce qui nous donne des thèses qui font de très bons colportes. Elles sont énormes, elles sont extrêmement structurées et même trop... Elles sont indigestes, en fait. Très, très intéressantes. C'est béton, niveau méthode, etc. Mais c'est assez indigeste. Et tu te fais accompagner éventuellement par d'autres personnes afin de décrypter ces manuscrits, ou c'est toi qui te tapes du coup entièrement la bibliographie de... Alors, il y a le côté source et puis il y a le côté bibliographie. Et non, je fais ça seule. Donc, mes sources, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais mon corpus de sources, c'est principalement des archives institutionnelles. Donc là, je vais aller regarder dans les archives des ministères, donc ministère central, puisqu'il faut savoir que l'Allemagne était un pays fédéral. Avant le nazisme, sous la République de Weimar, et que donc l'enseignement, la politique scolaire dépendait des régions, des Länder. Et en fait, les nazis, en 1934, ont créé pour la première fois un ministère central de l'éducation, donc avec évidemment une volonté de centralisation de la politique scolaire. Mais les régions ont continué d'avoir leurs ministères régionaux de l'éducation. Donc mes archives sont beaucoup... des archives institutionnelles. On va avoir donc les archives du ministère central, les archives de mes deux ministères régionaux, donc en Saxe et en Thuringe. Et puis, étant donné que la politique scolaire ne dépend pas uniquement de ces ministères-là, le nazisme est une polycratie. Avec beaucoup d'acteurs différents qui travaillent en réseau ou qui travaillent parfois les uns contre les autres.
C'est assez connu dans la recherche sur le nazisme. Il y a d'autres instances, donc il y a les instances de l'État, comme les ministères, et puis il y a aussi les instances du parti. Ça va être le cas, par exemple, de la Ligue nationale socialiste des enseignants, le Nationalsozialistischer Lehrerbund, qui a il y a une instance centrale, et puis ensuite ça se subdivise en branches régionales aussi. Et donc tout l'intérêt va justement résider dans l'examen de l'intrication de ces acteurs dans les différentes institutions. Par exemple, dans l'une de mes 2 régions, le dirigeant de la branche régionale de la Ligue nazie des enseignants est une personne qui est de facto à la tête du ministère de l'Éducation. Donc on a quand même une grande intrication, et c'est un peu la même chose dans l'autre région, sauf qu'il a juste entre guillemets un poste à responsabilité. C'est pas lui qui est à la tête de la politique scolaire. Mais bon, voilà. On a au niveau régional, en tout cas, une grande intrication des responsabilités, que ce soit dans les instances de l'État ou du parti. Donc, je vais avoir aussi l'examen des archives de ces instances du parti. Et puis, toute une partie de mon corpus d'études, ça va être aussi des manuels scolaires et des revues à destination des écoliers et des écolières. Notamment la revue Hilf mit, sur laquelle j'ai déjà publié un article d'ailleurs, qui était une revue publiée justement par cette même Ligue nationale socialiste des enseignants. Et tu t'es jamais confronté à des problèmes de confidentialité ou des difficultés à récupérer les informations sur justement les partis nazis et qu'est-ce qu'ils ont fait à cette époque-là, etc. Si, c'est un problème auquel j'ai été confrontée en archives. Et pour pouvoir consulter certains fonds, il faut demander une accréditation spéciale. Et par exemple, ça m'est arrivé lors de mon dernier terrain en Thuringe, donc aux archives de Weimar. Je consultais un dossier sur le traitement qui avait été réservé aux enfants juifs, où alors les nazis attribuaient je mets des guillemets partout évidemment, des quartiers de judéité. Donc ces enfants-là étaient considérés comme des Mischlinge, des sans-mêlés. Donc ils avaient une partie de leur famille qui était juive. Les 2 parents n'étaient pas juifs, mais ils étaient considérés comme souillés. La Rassenschande, c'est la souillure de la race. Et donc, à partir d'un certain moment, ils ont été exclus des écoles. Et j'étais en train de consulter un dossier là-dessus. Et donc, j'ai demandé des copies en reprographie pour pouvoir retravailler dessus une fois rentrée à la maison, puisque je n'ai pas le droit de prendre de photos. Et eh bien, j'ai reçu les copies. Et on m'avait averti avant, bien sûr. Mais tout est caviardé, que ce soit les noms, les dates de naissance, etc. Et je n'ai pas le droit de citer les noms de ces enfants, ni des parents. Dans ma thèse, il faut soit que j'anonymise en prenant un pseudonyme, soit en mettant des initiales. Donc il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. En fait, on a le droit de nommer les personnes quand il s'agit d'acteurs, disons, de gros poissons dont les noms sont assez connus. Voilà. Mais ça devient délicat quand on va s'attaquer à l'examen des carrières des professeurs, par exemple, qui ne sont pas de gros acteurs. Oui, parce qu'ils ne sont pas médiatisés, ils n'ont jamais été connus dans la presse ou ce genre de choses. Exactement. Okay. Et après, il y a tout le côté bibliographie. Donc, l'éducation sous le national-socialisme n'a pas fait couler beaucoup d'encre dans la recherche en France. Mais c'est le cas, en revanche, en Allemagne. Et donc là, il y a quand même une grosse bibliographie à lire et à maîtriser. Et est-ce que tu es confronté, alors question naïve encore, est-ce que tu es confronté à des différences de patois ? Je ne sais pas s'il y a différents patois dans l'Allemagne, parce que c'est quand même grand l'Allemagne aussi. Est-ce que toi, tu as des difficultés des fois de traduction ou de choses où tu as besoin d'aide ou... Alors, il y a des mots à consonance ou des expressions à consonance régionale, oui, mais pas dans les archives ministérielles. Okay. Par exemple, ça va être le cas dans certains manuels scolaires, où pour donner justement une coloration un peu locale à un texte, on est dans la promotion de l'amour de la petite patrie. Le Heimat, c'est la petite patrie. C'est la région natale à laquelle on est attaché psychologiquement. On n'a pas de traduction en français pour ce mot, qui est très allemand. Là, on a des auteurs qui vont distiller un peu des termes de patois, des termes locaux. Mais dans les archives institutionnelles, non, c'est pas le cas. C'est très policé. Et même, il y a une... je vais le dire comme ça, il y a une langue institutionnelle nazie qui est propre vraiment au nazisme. C'est indigeste au possible. Ok. C'est les éléments de langage de maintenant, quoi. Non, c'est
C'est pire que ça. C'est pire que ça. Ouais, super. Comment tu te sens dans ta thèse et comment tu t'envisages du coup la suite pour en revenir du coup à ce sujet Oui, alors comment je me sens dans ma thèse? Je m'y sens très bien. J'adore mon sujet, je suis très bien encadrée, je fais plein de choses qui sont passionnantes. La thèse, c'est pas juste la thèse en elle-même, c'est aussi faire des communications, écrire des articles, s'engager dans des comités de rédaction de revues, rencontrer des gens. Partir à l'étranger quand on a la chance d'avoir un terrain à l'étranger. Et pour la suite, c'est simple, je souhaite poursuivre ma carrière dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. Et donc, c'est vrai que ce numéro de revue a été très intéressant pour moi parce que j'ai été confrontée un petit peu, comme l'ensemble des membres du comité. Le comité de rédaction de la revue Essai est composé de beaucoup de doctorants et de doctorantes. Oui. J'ai été confrontée à ce qui m'attend, en fait, en bien ou en pas bien. Quand on fait une thèse, on peut aussi avoir plein de choses en annexe et le fait de faire partie de ce comité de rédaction en est une. Et l'une de ces tâches que l'on peut endosser. Donc le comité de rédaction de la revue Essai est un comité. Donc la revue Essai, c'est la revue de l'école doctorale Montaigne Humanité. Et donc dans ce comité de rédaction, on a beaucoup de doctorants et de doctorantes. Personnellement, je l'ai intégré dès ma première année de thèse. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement formateur, puisque le rôle du comité de rédaction, ça va être d'évaluer et puis de faire des retours d'abord sur les propositions de numéros qui nous sont faites par des porteurs de projets qui ont un projet de publication. Alors ici, il s'agit d'un hors-série. En général, c'est sur un format un peu plus classique. Sur un format un peu plus classique. Donc nous, en fait, notre rôle, c'est de regarder et puis d'évaluer les propositions de projet et ensuite de faire des retours aux porteurs de projet sur les propositions d'avant-propos. Ce sont eux qui s'occupent, par exemple, de la relecture en double aveugle des contributions au numéro. Mais nous, le comité, on s'occupe de la relecture de l'avant-propos et de l'expertise scientifique de cet avant-propos. Voilà. Et donc là, dans le cadre de ce numéro hors série, Récit d'outre-thèse, notre travail a été un peu particulier, puisqu'on s'est aussi attelé à la relecture et à l'expertise des contributions mêmes, donc des récits de ces jeunes docteurs. Et habituellement, le format plutôt classique des numéros, ça s'adresse à quel public? C'est plutôt vulgarisé ou ça s'adresse plutôt à des experts? C'est une revue scientifique, donc ce n'est pas une revue de vulgarisation. En général, ce sont des numéros thématiques, mais qui peuvent porter sur toutes les disciplines. Et d'ailleurs, l'esprit de cette revue, c'est de proposer des numéros interdisciplinaires. Donc, par exemple, on peut avoir dans un même numéro, sur un thème précis, des contributions de personnes qui sont en sciences alors dures, comme on les appelle, mais aussi en humanité. Donc oui, c'est une revue qui est sa genèse, son identité profonde, c'est d'être interdisciplinaire. Ok. Est-ce que via ce réseau que tu as un peu construit en rencontrant des gens, etc., est-ce que ça t'a potentiellement donné des pistes pour ta carrière de comment faire en sorte de poursuivre dans cette filière, ou est-ce que ça t'a au contraire, tu as eu l'impression que ça t'a ouvert un gouffre et que ça t'a fait plus peur que t'aider dans ce sens pour poursuivre dans la recherche? C'est délicat comme question. Je dirais que, par exemple, le fait de faire des communications, le fait d'écrire des articles, ça aide à faire connaître son nom, puisque les gens vont nous lire ou vont venir nous écouter ou vont même entendre parler de notre sujet de recherche, de ce qu'on fait, de ce qu'on raconte un petit peu. Et donc, peut-être que plus tard, dans une commission de recrutement, on va dire « Ah, mais oui, j'ai déjà entendu ce nom, la personne travaille sur ça, etc. » Après, tout ne passe pas uniquement par le réseau, même si le réseau fait beaucoup. Avant tout, ce qui est important, c'est les compétences. Ok, donc toi, tu conseillerais à un doctorant de votre école doctorale
s'ils le souhaitent, de participer et de se présenter pour participer au comité. Alors, tu le conseillerais le comité de rédaction, c'est un peu autre chose, en fait, parce qu'on est toutes et tous issus de disciplines très différentes. Par exemple, Blanche est en lettres, je suis en langue, donc on est dans une fac d'humanité, mais on a tous des parcours et des disciplines qui sont complètement différents. C'est très chouette dans la mesure où effectivement ça nous permet de rencontrer des gens qui ne sont pas dans nos disciplines aussi, mais c'est avant tout extrêmement formateur, puisqu'en fait, via ce rôle d'expertise, via ce rôle de relecture, on va être amené à savoir lire, en fait. À savoir lire, à découvrir aussi qu'on peut avoir des critères d'examen qui sont... je trouve plus mon mot. Des critères d'examen scientifiques sur des sujets qui ne sont pas les nôtres, puisque les propositions qui nous sont faites de numéros, c'est rarement dans nos disciplines ou rarement notre spécialisation. Mais on va, par exemple, dire là, l'introduction, l'avant-propos n'est pas construite de manière optimale, il manque un peu de problématisation ici, etc. Donc, c'est très, très formateur du point de vue de la méthode. Okay. Et puis, on apprend plein de choses. C'est la révision par les pairs et ça construit justement la démarche scientifique et de voir comment est-ce qu'on développe c'est ce genre de compétences qu'on a normalement quand on est chercheur pour justement... Exactement. Donc là, on les met en pratique sur des sujets qui ne sont pas les nôtres, forcément, et c'est vraiment passionnant et très, très enrichissant. C'est bien que ce soit fait par des doctorants, parce qu'en général, c'est plus souvent fait par des chercheurs, même si dans certains laboratoires, on a tendance à demander aux doctorants de participer à ce type de reviewing qu'on appelle pour justement faire de la révision des articles scientifiques. Mais le fait que ce soit fait par des doctorants, je pense que c'est un plus, que ça enrichit vachement le doctorat et ça mène à la compréhension de sa propre lecture quand on fait sa bibliographie, etc. Mais je veux dire, est-ce que c'est un bon exercice pour se préparer à la rédaction de la thèse Absolument. Ouais. C'est un exercice, c'est un très très bon exercice parce que en lisant les textes des autres, en fait, on se rend compte de ce qui marche, de ce qui marche pas, de ce qui va pas en termes de méthode. Et c'est pas rare que pendant qu'on écrit, on se dise mais oui, non, là il manque ça. Ok, c'est chouette. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre sur tout ça ? Non, pas spécialement. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais laisser Blanche se présenter peut-être, tout à fait. Qui a été très très active dans l'élaboration de ce numéro. Ok. Mais merci à toi en tout cas d'être venue témoigner. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Et du coup, bonsoir Blanche. Salut Robin, salut Laura. Salut. Donc on reçoit Blanche Turc qui vient du coup aussi nous présenter du coup sa participation dans Récit d'outre-thèse. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et présenter ta thèse ? Mais oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Blanche Turc. Comme tu as dit, je suis doctorante en 2e année en littérature comparée et je travaille sur un corpus de poétesses traduites en français. Et je travaille plus particulièrement sur la possible scolarisation de ce corpus dans le secondaire en France, en me focalisant sur le prisme de la traduction pour aborder et travailler ce corpus avec les élèves. Quand tu parles de corpus de poétesses, on parle de quelle période à peu près ? Alors, dans mon corpus, on retrouve 4 poétesses. Je fais le grand écart, je pars de Marie de France, qui est une poétesse anglo-normande, mais qui écrivait en ancien français. D'accord. Et après, je fais le grand écart vers le XXe siècle avec Sylvia Plath, qui est une poétesse américaine, mais qui a longtemps vécu en Angleterre et donc qui est anglophone, qui a écrit en langue anglaise, Susana Tenon, qui écrit argentine et qui écrit en espagnol argentin, en espagnol très marqué, et Laura Kasischke, qui est une autrice contemporaine américaine, qui est très connue en France pour ses romans, mais qui a écrit également beaucoup de poésie, une poésie qui commence à être traduite. Là, il y a un peu un mouvement de traduction. Un premier recueil avait été traduit en 2017, et là, il y en a eu un second en juin 2021. Voilà. Je vais peut-être poser une question bête, mais pourquoi vouloir intégrer du coup ces poèmes-là dans le secondaire, tu disais ? Ouais, voilà. Alors déjà parce que il y a très peu de. Alors l'enseignement de Je travaille à la fois en littérature comparée, mais aussi en didactique. La didactique, c'est la théorie des apprentissages. Okay. Alors, c'est tout simplement quel dispositif on met en place, comment on réfléchit à un enseignement qui pourrait être plus efficace, plus sensible, plus axé sur l'expérience des élèves pour qu'ils apprennent mieux, tout simplement. Et dans ce cadre-là, je suis co-dirigée donc, par Isabelle qui a parlé tout à l'heure
du côté littérature comparée, et par une prof de l'université de Rennes qui s'appelle Nathalie Ranou, qui est professeure de littérature française, mais spécialisée en didactique de la poésie. Alors l'enseignement de la poésie, c'est un énorme enjeu. c'est très difficile à enseigner, c'est souvent pas très abordé par les profs et par les élèves, un peu mal aimé parce que considéré comme inabordable, trop difficile, inaccessible, etc. Et donc l'intérêt pour moi d'envisager ce corpus-là que j'ai constitué autour d'un fil rouge qui est une voix lyrique féminine, une poésie qui donne à entendre en régime poétique une expérience féminine, une expérience très incarnée aussi dans le quotidien. C'était déjà de donner à entendre aux élèves une voix qui serait peut-être un peu en marge comme ça. Et le prisme de la traduction, pour moi, permettait une approche plus sensible, plus proche du texte aussi, pour aborder ces textes qui, justement, sont considérés comme trop lointains, trop difficiles. En fait, là, ça oblige l'apprenant, l'apprenante, l'élève, à s'approcher le plus possible du texte, à vraiment entrer dans un corps à corps avec lui pour arriver à en dire quelque chose ou à écrire à partir de ce texte-là, parce qu'il y aura eu une relation vraiment tissée entre l'élève et le texte. Je vais poser une question naïve, mais c'est quoi la difficulté dans ces textes ? C'est quoi les thématiques abordées qui ferait que c'est plus compliqué qu'un autre texte, un autre poème ? En fait, c'est plutôt la poésie en elle-même qui est difficilement abordée dans les classes, parce que souvent, ça a été déjà à l'échelle des enseignants et des enseignantes, ça a été moins abordé dans leur propre formation. Donc c'est plus difficile pour elles et eux ensuite de le transmettre à leurs élèves. Souvent, c'est un peu relégué aux marges des programmes. Donc forcément, qui dit relégué aux marges des programmes dit que forcément à la fin de l'année, il n'y aura pas le temps pour le voir. Parfois, c'est un peu mal abordé parce que c'est abordé souvent sous l'étude de l'analyse de texte avec un système de lecture puis réponse à des questions thématiques, etc. Ce qui laisse une impression une impression d'avoir finalement pas abordé ce qui faisait l'intérêt ou l'essentiel du texte. Ok. Il y a une volonté peut-être aussi, je dis ça pareil, j'ai l'impression qu'on est très naïf sur toutes les questions qu'on va poser. Est-ce qu'il y a une volonté aussi un peu de rééquilibrer la parité sur les auteurs étudiés dans le secondaire ? Ouais, alors oui, complètement. Il y a quand même... Alors là, dans la question de la poésie, c'est pas anodin évidemment que mon corpus soit constitué que de femmes. C'est forcément, qui dit didactique dit étude des manuels, épluchage des manuels, et qui dit épluchage des manuels, notamment dans les chapitres consacrés à la poésie, dit déferlement masculin. Moi, je suis même pas sûre de pouvoir en citer une seule. Je pense qu'à l'école, j'ai appris que des poèmes faits par des hommes. Oui, en fait, ça, c'est très marquant. En fait, par exemple, tout simplement, il y a une séquence en 4e qui est consacrée à, ça s'appelle poétique de la ville ou paysage poétique, et souvent à l'intérieur de cette séquence est abordé, il y a un parcours consacré à justement ces visions de la ville ou ces descriptions de la ville faites par des poètes et théoriquement des poétesses, mais de fait il n'y a que des poètes, ce qui peut très bien se comprendre puisque évidemment, quelle femme au 19e siècle allait se permettre d'errer des errances urbaines et allait se permettre de les décrire ? Enfin, évidemment, aucune femme. Et ce qui est problématique, c'est que pas tant qu'aucune femme n'ait écrit sur ces sujets, ce qui peut se comprendre d'un point de vue culturel et historique, c'est que cette absence, en fait, elle est absolument pas problématisée. On ne dit jamais « Ah tiens, il n'y a pas de femme parce que telle raison, telle raison, telle raison ». Et du coup, maintenant, les filles... armez-vous de votre calepin et allez arpenter la ville avec toutes les questions aussi et les difficultés que ça pose aujourd'hui. Enfin, on en a beaucoup parlé sur cette occupation de l'espace urbain, comment le changer, ça pose encore plein de problèmes aujourd'hui. Donc voilà, cette écriture poétique, elle est très problématique aussi pour des raisons qui ne sont pas liées seulement à la possibilité... à un certain imaginaire créatif. Il y a des choses qui étaient structurellement impossibles de part et d'autre. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et ce qui est assez drôle, souvent, c'est que dans les manuels, il y a des petites frises avec les têtes
des poètes et des poétesses qui vont être abordés dans le chapitre. Et des fois, on se retrouve face à des pages où il y a plein de médaillons avec des barbus comme ça, et il n'y a pas une seule femme. Enfin, Oui, c'est je vois assez, beaucoup de barbus dans ma ouais. tête. Du collège, Ouais, bah, voilà. du lycée, je vois beaucoup de barbus. Et quelle difficulté ça a d'avoir un sujet aussi important, mais aussi marqué aussi du coup de par son implication volontairement féministe dans le monde de la recherche? Oh bah alors, je sais pas trop. C'est marrant parce que là, moi, je le ressens pas trop comme un problème. J'ai plutôt l'impression que c'est un peu que je m'inscris dans un effet de mode en ce moment. Il est possible que ma question ait été un peu mal tournée, hein, mais c'était l'idée, c'était voilà de savoir. Non, mais alors, t'as raison. En fait, c'est vraiment marqué. Mais pour ce qui est de l'aspect corpus féminin. En ce moment, c'est quand même. Enfin, je m'inscris dans quelque chose qui est assez, qui est presque en train de devenir classique. Ce qui est plutôt chouette du coup. Oui, ça reste oui, classique, oui, complètement. Mais voilà, c'est pas étonnant d'arriver en disant mon corpus est féminin, d'assumer ça et. D'un point de vue féministe de la question, finalement, ce qui est plus peut-être embarrassant dans ma thèse, c'est plus le côté mélange de disciplines, didactique, littérature comparée. C'est plus ça qui est un peu expérimental plutôt que le corpus en lui-même. D'accord. De toute façon, je suppose que le corpus étant justifié, personne ne vient trop te piquer sur le fait que c'est 100% féminin. Non, après, c'est la constitution du corpus, surtout sur un sujet comme ça, forcément, on peut poser des questions, mais le fait qu'il soit constitué de femmes, c'est pas un problème en tant que tel. Surtout que dans l'optique d'ouverture des corpus scolaires, là, ça se justifie pleinement parce qu'il y a un vrai besoin encore. Le problème, c'est que les corpus scolaires et les instructions officielles, le bulletin officiel qui décrit les programmes, souvent il y a 10 ou 15 ans de retard par rapport au mouvement de la recherche universitaire. Ça vient bien après. Donc là, l'idée, c'est que ma thèse, potentiellement, ça aura peut-être des répercussions dans les programmes, mais dans 10 ans, voilà. Ok. Et du coup, toi, ta thèse, elle s'inscrit plutôt dans la préparation de ce corpus et de voir comment est-ce que tu peux l'intégrer dans un parcours scolaire, ou est-ce que ça va aller jusqu'à faire du terrain et l'expérimenter ? Non, alors moi j'ai pas encore fait de travail de terrain, mais c'est prévu pour l'année prochaine. Je suis en train de créer un dispositif que je pourrais tester dans des classes. J'ai pas encore tout à fait choisi le niveau dans lequel j'aimerais expérimenter, mais l'idée de la didactique, c'est de pouvoir créer en fait un dispositif qui serait adaptable en fonction du niveau des élèves et du texte étudié, donc qui puisse être reproductible en fait et être enseigné en tant que tel comme outil d'apprentissage à des fins de formation pour les enseignants et les enseignantes. Ouais. Comment tu te retrouves du coup à travailler pour Récit d'outre-thèse et du coup sur la place donc des docteurs en humanité aujourd'hui? J'ai intégré le comité de rédaction de la revue Essai au printemps 2021. J'étais dans ma première année de thèse, encore en pleine pandémie. J'ai commencé ma thèse en fait un peu en état de siège parce que la fac était plus ou moins tout le temps fermée en fait, pendant toute ma première année de thèse. Donc je traversais au printemps 2021 une espèce de crise généralisée de sens quant à l'utilité de faire une thèse en littérature. Et j'ai intégré ce groupe qui était justement en train de travailler sur ce numéro, ce qui fait que j'ai rejoint le travail un peu en cours de route, juste au moment où Isabelle commençait à envoyer les textes en fait pour relecture. Donc j'ai pas participé à tout le début du processus de brainstorming autour de la conception et la construction du numéro. Et je reçois les textes à un moment justement où j'étais moi-même en questionnement. Et bizarrement, en fait, le travail sur ce numéro a eu un effet plutôt positif sur moi, dans la mesure où, alors même qu'on parlait de destin qui était pour certains assez dramatique ou un peu éclaté comme ça, fragmenté, pulvérisé, c'était finalement
la première fois dans mon parcours de thèse que je me retrouvais dans un groupe où je pouvais véritablement, je sortais un peu de ma solitude et que je me retrouvais à pouvoir échanger vraiment sur des questions scientifiques et des questions qui pour moi justement avaient du sens. Et il me semblait que loin d'être déprimant ou fataliste, ces récits, ils nous enjoignaient plutôt à prendre acte d'une certaine situation et nous pousser à l'action, plutôt qu'ils inhibaient l'action. Et donc c'est dans ce sens-là que je les ai reçus, et en fait ça m'a un peu poussée à... Ça m'a donné un certain goût du présent aussi, dans la mesure où j'ai été amenée à plus penser le temps de la thèse pour ce qu'il était ou ce qu'il était en train de devenir aujourd'hui en sciences humaines et sociales, en humanité, c'est-à-dire vraiment une expérience en tant que telle où je devais prendre tout ce qui m'était offert, profiter de ce qui m'était donné, plutôt que de voir ce moment-là comme un éventuel tremplin vers une carrière universitaire qui de toute façon est de plus en plus Difficile d'accès, on va dire. ouais, science-fictionnelle. Oui, aussi. Voilà. Ok. Comment tu te sens, toi, dans ta thèse actuellement ? Alors, beaucoup mieux depuis que la fac a réouvert. Ouais. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que à côté, un détail qui n'est pas sans importance, c'est que j'ai la chance d'être financée. Moi, j'ai un contrat doctoral qui me permet de considérer que cette thèse, c'est mon travail pendant 3 ans. Et qu'à côté de ce contrat doctoral, qui est un contrat de recherche, je suis également chargée de cours. Donc je donne des cours en licence à Bordeaux-Montaigne. Et ça, c'est quand même une partie importante aussi de mon travail, la relation avec les étudiants, la préparation de mes cours. C'est quelque chose dans lequel je m'épanouis beaucoup. Et quelque chose qui m'épanouit également beaucoup, c'est tous les travaux de groupe, la dynamique de projet qu'il y a aussi en recherche. Donc moi, je me retrouve, j'essaie justement de saisir toutes les opportunités pendant ces 3 années-là où je suis certaine d'avoir ma place à la fac et d'être rémunérée aussi pour ce que j'aime faire. Donc, je vais dire que cette année, oui, je me sens bien dans ma thèse. Mais que l'année dernière, c'est vrai que je me suis sentie très déprimée à cause de, je dirais, non pas à cause de relations personnelles ou quoi que ce soit qui a été déficiente à l'université, mais vraiment à cause de points structurants, de contrats de thèse en SHS, en humanité, qui avaient été vraiment exacerbés par la crise sanitaire. Et alors, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Qu'est-ce que c'était ? Si tu veux, en attendant que tu réfléchis, j'ai une question. Ouais, vas-y. Peut-être. Parce qu'on l'a abordé beaucoup pour les sciences naturelles, mais c'est vrai que là, c'est un peu différent. Est-ce que vous avez des rallonges Covid pour les sciences humaines et sociales ? Ça, c'est Manon pourrait mieux en parler que moi. Moi, j'ai loupé le coche, en fait, parce que quand je suis rentrée dans ma thèse, les deadlines pour déposer des demandes de prolongation de contrat, c'était en décembre. Mais en fait, j'ai complètement loupé le coche. Et puis, en fait, quand on commence les 4 premiers mois de thèse, le premier truc auquel on pense, c'est pas de demander une rallonge. Mais oui, Manon a bénéficié d'une année supplémentaire. Voilà. Il fallait déposer un dossier, là je pourrais vraiment pas vous dire si c'était difficile à obtenir. Et oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Il y a une chose qui est un peu difficile à vivre, je trouve, en doctorat, c'est la représentation sociale et la visibilité du doctorat. Moi, je pense que les 2 questions qu'on me pose le plus, c'est mais à quoi ça sert ? Et mais après, tu veux faire quoi ? La première, c'est celle que je pose tout le temps, moi j'adore la poser. Mais souvent, c'est pas forcément formulé de façon bienveillante. Bien sûr. Oui, c'est la grande différence. Et celle que je préfère, c'est franchement, après, c'est vrai que celle-là, ça peut parfois être un vrai questionnement. Et dans ce cas-là, je pense que c'est important de faire œuvre de pédagogie et d'expliquer que réfléchir sur l'humain, c'est important parfois. Et mais ouais, celle que je préfère, c'est mais après, tu veux faire quoi ? Alors dans ce cas-là, je dis mais en fait, c'est mon travail. Enfin, je fais déjà quelque chose. Et donc, c'est ce qui m'amène aujourd'hui quand on me demande ce que je fais dans la vie, quelqu'un dont je ne connais pas
les tenants, les aboutissants d'un point de vue politique ou personnel, voilà, les idées. Je réponds pas forcément, je réponds plus que je suis en doctorat. En fait, je dis que je donne des cours à la fac. Et si après je sens une ouverture, je glisse le mot thèse, recherche. Mais en fait, j'axe plutôt sur le pôle enseignement plutôt que sur le côté recherche. Ouais, c'est vrai que moi, on me demande souvent, ça sert à quoi de chercher, tu peux pas plutôt trouver? Merci. Merci, c'est très Merci. gentil. Pour ça, Voilà. Je m'y emploie. Et tu veux faire quoi après? Mais du coup, toute cette méconnaissance sur le monde de la thèse et de la recherche, comment tu participes à essayer de le développer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites auxquelles tu participes plutôt pour le développer, ou est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aimerais voir être produites, être créées, peut-être à une échelle plus nationale? Alors, je pense que déjà, un podcast comme celui-ci, c'est un bon début parce qu'on se rend compte que les doctorants et les doctorantes, c'est des gens normaux. Qu'une thèse, voilà, ça peut être très varié. C'est plein d'implications différentes. Parfois, c'est partir à l'étranger. Parfois, voilà, c'est aller dans des établissements scolaires. Parfois, c'est aller à la rencontre d'agriculteurs ou d'agricultrices, voilà, pour aussi visibiliser d'autres corps de métier. Parfois, c'est tout simplement passer 3 ans à lire Victor Hugo parce que Victor Hugo a donné une certaine image de la paternité et qu'on estime que c'est utile et important de donner à voir cette image-là aussi. Je dis ça, c'est des exemples vraiment dans le pif comme ça, mais... Une thèse que je ferai pas, hein. Je vais faire le dire de suite. Lire Victor Hugo pendant 3 ans, mais même pas 2 semaines en fait, même pas 2 heures. J'ai le souvenir d'un doctorant que j'avais rencontré quand moi-même j'étais en licence, qui nous avait dit qu'au début de sa thèse, il voulait faire quelque chose sur Vigny, Hugo et Alfred de Musset, et que finalement, au bout d'1 an de thèse, il avait décidé de se concentrer sur Hugo et seulement sur un recueil de Hugo. Alors moi, je me disais qu'à la fin, il allait arriver à faire sa thèse sur un poème d'un recueil de Hugo. Mot à mot, découper le texte. Mais c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert en faisant ce podcast, c'est à quel point la thèse évolue au fur et à mesure des années, et que quand tu rentres dans ta thèse, quand tu es en milieu de thèse et en fin de thèse, ça n'a rien à voir. En fait, pour vous dire, moi, le côté didactique, en fait, il est arrivé dans ma thèse à la fin de la première année. J'y avais jamais pensé avant. Et c'est pour ça que j'ai lancé une codirection au début de ma 2e année pour justement approfondir ce sujet-là, que je chantais la nécessité de devoir recentrer autour de quelque chose. Ça évolue aussi en fonction de, voilà, des événements qui peuvent... personnels ou non personnels qui peuvent se passer. De mon côté, ça a été quand même beaucoup la crise du Covid qui a infléchi mon sujet de thèse dans vers un certain côté. Des fois, ça peut être les aléas de est-ce qu'il y a un déplacement qui est possible ou pas, qui oblige parfois à resserrer ou à évincer un auteur parce qu'on n'a pas accès à certains documents, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais pour les initiatives, la mise en valeur des thèses, c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup parlé du doctorat, on a plus parlé du doctorat qu'à d'autres périodes sur les réseaux, avec la sortie du livre d'Adèle Combes, qu'on rencontrera la semaine prochaine à la librairie Georges, le mercredi 13 avril. Le titre de son livre, c'est « Comment l'université broie les jeunes chercheurs ». Explicite. Et ça donne à voir un certain... ce qui est un peu dommage toujours, évidemment, c'est que ça donne à voir un aspect très dramatique du doctorat, alors qu'il y a plein de choses très excitantes qui constituent le doctorat aussi. Moi, je pense que... c'est vrai que comment on pourrait le rendre plus visible ? Peut-être tout simplement en donnant, voilà, comme vous le faites ici, en donnant plus la parole aux doctorants et aux doctorantes. Ce qui ressort beaucoup dans le dans le numéro récit d'outre-thèse, c'est l'espèce d'entrée sur le marché du travail un peu fantôme auquel se confrontent les jeunes docteurs et docteurs, où ils sont réduits à une sorte d'invisibilité. On a l'impression que le monde du travail les découvre alors qu'ils ont 30 ans, mais ça fait déjà 10 ans qu'ils et elles travaillent quasiment jour et nuit. Alors oui, si on leur avait donné plus la parole pendant tout leur processus doctoral, sûrement qu'il n'y aurait pas cette
cette impression de renaissance paradoxale quand on arrive à 30 ans sur le marché du travail et qu'on a l'impression que personne n'a jamais entendu parler de nous, alors que on fait plein de choses. Oui, mais parce que c'est, je pense, très peu valorisé par rapport à une entreprise. On peut dire, j'ai travaillé tant de temps dans une entreprise qui est renommée pour ça et ça. C'est tellement flou dans la tête des gens de savoir ce qu'on fait. Parce que moi, quand je vois mon frère, comment il peut me sortir des dingueries en me disant, l'addiction, t'as qu'à faire un appel à projet et tu vas résoudre toutes les addictions. Déjà, tu n'as aucune idée de comment ça marche le corps humain, en fait. Et tu n'as aucune idée de comment ça marche la recherche. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est microscopique. Et que c'est cet ajout de trucs microscopiques qui construisent des connaissances. Et c'est ça qui devient un jour quelque chose. Oui. Et que ce n'est pas un truc qui... Et qu'en fait, il y a certaines choses qui semblent évidentes et logiques quand on les a trouvées, justement. Mais arriver à cet état de la connaissance-là, ça a demandé un très long processus de quête et de formalisation. Et ouais, ça prend du temps. Je me souviens par expérience de certains professeurs que j'ai pu avoir qui étaient pour moi des puits de connaissances énormes. Et quand ils viennent nous parler des petits pas qu'ils ont eu dans la recherche et des petits trucs qu'ils ont pu faire et qu'ils nous regrettent, ils ont fait non mais moi j'ai apporté ça. Oui, et quand on se dit que déjà des gens comme ça n'apportent un truc mais très doucement, forcément la recherche c'est quelque chose qui prend son temps quoi. Mais qui est tout autant importante. Oui, et d'ailleurs, au niveau de ces échelles de temps un peu bizarres, je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai qu'il y a un élément assez bizarre du doctorat. Donc, c'est un contrat, quand on a la chance d'être financé, c'est un contrat de 3 ans, sachant que la thèse n'est rarement ou quasiment jamais jamais finie en 3 ans. Et donc, il y a une sorte de contraste entre, finalement, ce contrat de 3 ans, c'est un temps court, et ce temps très long de la recherche où c'est difficile, le moindre projet pédagogique ou la moindre manifestation scientifique, ça demande 1 an d'organisation. Donc c'est difficile en fait de s'imbriquer dans ce temps très long quand on est doctorant ou doctorante. Et c'est ce qui peut parfois inhiber une intégration à une équipe de recherche, parce que je conçois que ce soit difficile pour des collègues de se projeter avec nous dans des projets scientifiques quand ils savent que finalement à l'échelle d'une carrière scientifique on est un peu on est un grain de sable, qu'on arrive à un moment on essaie d'adhérer on essaie de s'agglomérer à la machine de façon plus ou moins réussie, mais qu'après tout de suite on s'en va. Donc il y a ce contraste de temporalité un peu qui rend difficile l'articulation d'un doctorat à ce temps très long de cette recherche qui prend son temps, comme tu disais super justement. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est très franco-français, parce qu'à l'étranger, ils ont plutôt tendance à pousser les thèses vers 5-7 ans dans certains pays et à terminer le projet indépendamment de la durée que ça va mener, qu'il va falloir avoir pour faire ce projet, alors qu'en France c'est vraiment très structuré en sciences naturelles notamment, où c'est 3 ans fixes et il faut vraiment justifier d'un besoin particulier pour demander une 4e année. Ça commence à se normaliser en neurosciences, parce que je sais que de plus en plus au Neurocampus on a des thèses de 4 ans, mais c'est vraiment pas suffisamment normalisé. C'est vu comme, en fait, comme c'est de l'argent public, il y a un peu ce truc de il faut le contrôler et le fixer sur une durée, parce que sinon ça va s'étendre sur des années. Et il faut que ça apporte quelque chose concrètement. Voilà, c'est ça. Il y a une notion de rentabilité qu'il n'y a pas forcément dans les autres pays, où ils vont plutôt laisser libre les chercheurs et les doctorants pour pousser leur sujet jusqu'au maximum et attendre que ce soit vraiment fini pour eux et pour le sujet pour pouvoir soutenir. Une vision libéraliste du monde de la recherche, tu peux dire ? En France ? Bon. Si peu. Oui, alors moi, le texte qui m'a le plus marqué, ah oui, on a oublié de le préciser, mais en fait, on s'est réparti les relectures. On avait chacun et chacune un certain nombre de textes à relire. On était plusieurs sur un même texte et ensuite on en a discuté ensemble. Enfin, c'était vraiment un formidable travail collectif. Celui qui m'a le plus marqué, c'est celui qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un bon chercheur ? » entre parenthèses, en régime néolibéral. Je vais en parler très peu. Alors, ce texte a été publié en anonyme. Donc on a accepté de publier certains textes soit sous le pseudonyme de Camille Nous, soit en anonyme. C'est quelque chose qui a fait débat, on en a discuté au sein du comité et on est tombé d'accord pour ça. Donc c'est un choix qui est totalement assumé de la part du comité. Et je parlerai assez peu de ce texte parce que je vous invite vraiment à aller le lire, mais je vais vous donner le titre, les différentes vagues qui structurent ce texte, qui parlent d'elles-mêmes en fait. Donc la première partie de ce texte, c'est
Donc je rappelle que le titre de ce texte est une question. Qu'est-ce qu'un bon chercheur ? C'est celle qu'on se pose toutes et tous. Mais plus particulièrement, qu'est-ce qu'un bon chercheur en régime néolibéral ? Première partie, un bon chercheur n'a pas d'attache. Deuxième partie, un bon chercheur a un mental d'acier. Troisième partie, un bon chercheur sait se vendre. Quatrième, un bon chercheur est un stratège. Donc on en a parlé tout à l'heure aussi avec la question du réseau. Et dernière partie, un bon chercheur a de la chance. Voilà, je pense que c'est assez clair. Oui, triste vérité, ça fait beaucoup écho à ce que je connais. Et ça, c'est un texte qui m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, c'est un auteur ou une autrice qui écrit extrêmement bien, hein, mais on sent la personne a un parcours assez brillant. Et on sent cette colère, cette déception et même cette profonde amertume en fait. Le sarcasme qui est bien présent aussi. Hein. Oui, on se trouve du côté de ce que d'aucuns appelleraient de l'islamo-gauchisme, qui est un non-concept, hein, donc je mets 1000 guillemets puisque ça n'existe pas. Mais oui, bien sûr, et on sent cette amertume face à un système qui a maltraité cette personne. Qui a fait tant de sacrifices pour sa carrière. Et effectivement, quand on est en position de doctorante, encore en cours de thèse, et qu'on lit ça, c'est vrai alors, dans certaines choses, on peut se retrouver, hein, mais surtout, on est confronté à un éventuel futur, à son éventuel propre futur, et c'est pas ça n'a pas été. Alors, il y avait des textes un peu plus positifs, je vous rassure, hein, mais c'était pas spécifiquement tout le temps des lectures vraiment faciles. Oui, rien que pour la première thématique, le fait de ne pas avoir d'attache, c'est le problème principal pour la plupart des gens qui quittent le milieu académique. C'est qu'à force de faire des post-docs et de balader d'endroit en endroit, on finit par se brouiller avec la personne avec qui on est, si on arrive à trouver quelqu'un, parce que tout le monde ne peut pas déménager tous les 2 ans et changer de métier, changer d'emplacement, tout le monde ne fait pas du télétravail. Et voilà. Et puis, même d'un point de vue personnel, se reconstruire tous les 2-3 ans, 3 ans c'est beaucoup d'ailleurs pour un postdoc, mais tous les 2 ans et refaire des amis, refaire une vie sociale, retrouver un endroit où vivre et changer constamment pour au final ne jamais peut-être trouver de poste, je pense que c'est flinguant. Ou même tous les ans, quand on est à la recherche de poste d'ATER, hein, une fois le contrat terminé, quand on n'a pas terminé la thèse, un poste d'ATER, ça dure 1 an. Donc il y a beaucoup de gens qui font... alors on le sait, hein, quand on rentre en thèse, qu'il va falloir sacrifier des choses à sa carrière. Mais oui, c'est épuisant. Enfin, j'y suis pas encore. Je vais y rentrer là. Je commence là. Mais je commence aussi. Je suis en plein dans les candidatures. Pour avoir eu des amis un petit peu plus avancés dans leur cursus que moi, au moment où j'ai commencé ma thèse, c'était des personnes qui déménageaient tous les ans et qui, tous les ans, devaient reconstruire une nouvelle vie dans l'espoir de peut-être un jour être recrutées, quoi. Donc, l'aspect personnel, du moins, n'entre pas en ligne de compte dans la considération du métier. Et ça, on le retrouve vraiment beaucoup dans le numéro, hein, que c'est quelque chose, cette considération-là de l'aspect personnel, de la vie familiale aussi, puisque arrivé à 30 ans, peut-être qu'on a envie de construire une vie de famille aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, hein, dans les textes, j'ai trouvé. Mais en fait, on est des personnes avec des vies et des proches, et on a construit des vies, des parcours de vie, et voilà, on sacrifie tout à notre carrière pour finalement ne peut-être jamais avoir de poste. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les textes, oui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en sciences naturelles et qui partent après dans des entreprises privées, parce que c'est plus stable, en fait. Oui, complètement. Moi, c'est un petit peu plus compliqué de partir dans le privé en humanité. Mais oui, totalement. Sauf en droit, ou à la limite, où ils peuvent faire cabinet de conseil, etc. Mais... Ça devient très vite peut-être aussi du militantisme au final. On a peut-être plus souvent tendance à associer ça à du militantisme quand tu te pars d'une thèse pour aller faire autre chose qui y ressemble. Alors qu'effectivement, comme tu dis, un chercheur en sciences naturelles, on va le foutre sur une grosse machine dans une boîte et on sera content, quoi. Oui, c'est ça. On va le rentabiliser. Oui, on va le rentabiliser, mais il y en a plein qui dès leur doctorat, au milieu de leur doctorat, se disent que finalement jamais de la vie ils feront de l'académie, parce qu'ils savent très bien que ils n'ont pas envie de déménager tous les ans, ils n'ont pas envie de galérer à passer le concours, avoir une pression de publication, à passer des heures au boulot, parce que la souffrance au travail, on part du principe que c'est normal
en Oui. recherche. Justement, Adèle Combe en parle dans son ouvrage. Et moi, ça fait écho à ce qui commence à sortir aussi au niveau des internes en médecine. Parce Oui, que c'est pareil, ça tout à c'est fait. complètement admis Oui. que tu vas en chier pendant 8 Mm. ou 9 ans de spécialité, et c'est normal. Mm. Et voilà. Mais parce qu'après, tu auras un beau métier et tu seras... Mais au moins, le métier, il est fixe derrière. Mais vraiment, c'est admis que Puis la tu fais quelque souffrance, chose de bien, c'est tu sauves normal. des vies. Attends, c'est normal d'en chier. Voilà. Alors qu'on ne demande pas ça à d'autres métiers de se mettre en... À part peut-être pour l'enseignement maintenant, où ils sont obligés d'aller dans certaines zones prioritaires pendant un certain nombre d'années, mais on ne demande pas aux autres gens d'aller à un endroit en particulier, de bouger tous les ans, de passer des heures et des heures et des heures au travail sans compter leurs heures, parce que les heures supplémentaires, ça n'existe pas dans le public. Mm. Et si tu fais pas d'heures supplémentaires, de toute façon, tu ne seras pas publié. Et si tu fais des enseignements, de toute façon, tu ne seras pas considéré. C'est un peu différent en humanité. C'est autre chose. Enfin, je suis dans le même cas que Blanche, hein, j'enseigne en parallèle. Et je trouve ça très, très épanouissant. J'adore enseigner aussi. Moi, j'adore aussi, sauf que c'est pas considéré en tant que qualité de chercheur. C'est pas mis en avant. Enfin, nous, je sais que en sciences naturelles, les enseignants-chercheurs sont limite considérés comme des moins bons chercheurs parce qu'ils ont moins de temps à faire de la recherche. Et donc, ils sont pas mis en avant en tant que chercheurs. Ils sont surtout enseignants avant d'être chercheurs. Parce qu'ils font ce double métier d'enseignant et de chercheur. Un des récits qui m'a le plus marqué, c'est le récit qui s'intitule « L'anthropologue et la spectrométrie, voyage réflexif en projet européen transdisciplinaire », qui a été justement signé par Camille Nouss, qui est un pseudonyme choisi par un collectif de chercheurs et de chercheuses qui voulait dénoncer l'injonction à la publication justement dans ce milieu, dans ce contexte de libéralisation de la recherche et de l'évaluation des chercheurs et des chercheuses d'après ce qu'ils et elles publient. Et c'est un pseudonyme qui est repris par qui veut en fait pour signer une communication. Et cet article raconte, c'est une docteure en anthropologie qui raconte avoir été missionnée sur un projet européen, donc en collaboration avec des chimistes, des représentants des sciences naturelles, et elle était envoyée chez les gens pour faire une enquête, des relevés sur leurs habitudes alimentaires, toujours en binôme avec un chimiste. Et en fait, elle montre les backstage d'un projet européen de recherche avec un très gros financement, des techniques un peu managériales héritées et copiées sur le privé, avec un lexique aussi associé à ce type de culture d'entreprise. Et comment, en tant que justement représentante des sciences humaines, elle a parfois été évincée, méprisée, traitée avec condescendance, rappelée à l'ordre aussi, parce qu'on l'empêchait, en fait, on l'entravait de faire son travail selon des méthodes qu'elle estimait éthiques. Donc au niveau du panel, par exemple, on l'a empêchée d'utiliser un panel qu'elle avait elle-même constitué en préférant des gens qui avaient répondu à l'appel officiel alors que contre une promesse de rémunération qui pouvait carrément biaiser en fait les résultats des analyses, parce que bon, forcément on n'a pas les mêmes promesses de réponse. Si on promet une rémunération, on n'en promet pas. Et parfois aussi, et même dans le travail de binôme, qu'il avait parfois été difficile en fait de faire valoir son expertise scientifique parce que elle venait des sciences humaines. Donc voilà, ce récit-là m'a pas mal marqué parce qu'il donnait déjà, il y avait une sorte de retour d'expérience d'un voyage en milieu hostile et qui était assez, justement, elle souligne au début de son article à quel point c'était inattendu pour elle de participer à ce très gros projet, très financé, parce que c'est pas du tout ce à quoi on est habitué quand on vient des sciences humaines et qu'on est plutôt habitué à faire des choses, à essayer à faire notre possible pour joindre les deux bouts, etc., dans nos projets de recherche. Et qu'elle avait elle avait un regard très lucide sur cette expérience-là.
Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que ce numéro auquel ont contribué pour la relecture et la conception les membres du comité de rédaction, donc beaucoup de doctorants et doctorantes parmi eux, a donné lieu à un texte qu'ils ont eu envie d'écrire, qui s'appelle Prolongation, et que j'invite à lire aussi, parce qu'il n'était pas si facile pour des futurs docteurs de lire des expériences de docteurs plus ou moins heureuses. Et ils l'ont fait avec enthousiasme et un grand sérieux de chercheurs, je dirais. Donc ça, c'est très bien. Et la dernière chose, c'est peut-être la présence de textes signés par le pseudonyme Caminus, dont Manon a déjà parlé, et un autre par un auteur anonyme qui n'a pas souhaité prendre de pseudonyme. Et je voudrais revendiquer ce choix qu'on a fait de confier des récits à des auteurs qui ont choisi des pseudonymes ou l'anonymat, à contre-cœur, mais dans l'idée qu'ils se mettaient en danger en racontant cette expérience, qui est quand même une expérience de malheur. Pour le premier texte de l'auteur anonyme, Qu'est-ce qu'a mon chercheur en régime libéral, néolibéral, c'est quelqu'un qui a encore l'espoir d'intégrer l'enseignement supérieur et la recherche, et qui donc se cache parce qu'il n'est pas très bien vu de parler de ces choses, qui sont quand même le malheur de nos institutions. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, moi je finirai là-dessus parce que j'en ai gros sur le cœur, on n'assure pas la relève. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les jeunes. On ne remplace pas les départs en retraite. On ne crée pas de postes, mais on en supprime, au contraire. Donc ça, c'est très préoccupant. Et si ce numéro peut contribuer à rendre sensible à cette question, qui est la question de toute une société, au fond, est-ce qu'on veut continuer à former le plus grand nombre ou pas ? C'est ça la question. Voilà. Donc l'anonymat est le signe d'un dysfonctionnement. Et on l'assume absolument pour cette raison-là, notamment. Voilà.